L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de l'écho des campagnes, je me trouve aujourd'hui à l'INRAE de Bordeaux en compagnie de monsieur Laurent Delière, ingénieur de recherche, et nous allons échanger sur l'évolution des pratiques des viticulteurs dans un contexte de diminution des produits phytosanitaires. Bonjour Laurent. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours, vos travaux de recherche ? Alors oui, je suis ingénieur à l'INRAE Bordeaux depuis maintenant 25 ans. Et donc je travaille au sein d'une unité de recherche qui s'appelle Santé et agroécologie du vignoble. Et donc comme son nom l'indique, on travaille sur l'agrosystème vigne et on essaye de développer des méthodes de gestion des bioagresseurs et des méthodes qui visent à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc pour ma part, moi, je travaille sur de différents programmes de recherche donc, qui visent à réduire cet usage des produits phytosanitaires et notamment sur la réduction des fongicides qui visent à maîtriser les maladies aériennes comme le mildiou et l'oïdium par exemple. Par ailleurs, moi je travaille depuis maintenant 10 ans donc avec le réseau Défi Ecophyto. Donc je suis membre de la cellule d'animation nationale où j'anime la filière viticulture. Très bien. Donc, vous travaillez sur la diminution des intrants dans le cadre de la lutte contre les maladies cryptogamiques. Et pour vous, donc, quels sont actuellement les leviers étudiés pour limiter l'usage de ces produits phyto ? Alors, de nombreuses pistes sont travaillées par les chercheurs de l'unité de recherche, SAV, également de l'unité mixte technologique Seven, qui est conduit ici en partenariat avec l'IFV, l'Institut français du vin. Alors certains de ces travaux ont des visées qui sont très opérationnelles et puis d'autres s'inscrivent plus dans la durée en fait car elles nécessitent l'acquisition de nouvelles connaissances, elles explorent des méthodes qui sont plus en rupture. Alors on peut s'attarder à certaines alternatives aux fongicides, et, comme j'ai déjà dit, qui ciblent plutôt les maladies comme le mildiou, l'oïdium ou le black rot qui sont à l'origine de la quantité la plus importante de produits phytosanitaires. Alors, il y a des travaux qui portent sur des nouveaux indicateurs de risque, donc qui vont prendre notamment en compte la présence de l'agent pathogène, parce que beaucoup d'indicateurs de risque sont aujourd'hui basés sur des indicateurs météorologiques, et donc on travaille sur des indicateurs de risque qui vont prendre en compte la présence de l'agent pathogène comme le mildiou. Donc on peut citer le travaux sur la sporée aérienne, mais également des détections précoces par imagerie de maladies à la parcelle, et donc tous ces travaux ils visent à améliorer les systèmes de prévision, de mettre en place des outils d'aide à la décision qui vont permettre de mieux définir les stratégies de protection, de mieux cibler des produits de protection pour les rendre plus efficaces et essayer d'en diminuer l'usage. Donc tout un travail autour des indicateurs de risque. Et puis il y a des travaux autour de la substitution des produits phytosanitaires, notamment des fongicides, par des produits de protection de type micro-organismes, produits naturels, minéraux, donc qui vont avoir des actions soit biocides, soit de stimulateurs de défense des plantes, soit des compétiteurs. Alors, nos travaux n'ont pas forcément pour objectif que de mesurer l'efficacité de ces produits, mais également de comprendre finalement comment ils fonctionnent, leurs conditions d'efficacité, parce qu'on le sait, beaucoup de produits ont des effets intéressants au laboratoire, mais dès qu'on les met au champ, c'est plus compliqué. Et donc, on va chercher vraiment de comprendre dans quelle situation on va valoriser leur efficacité et ils pourront être utilisés. Troisième piste de recherche, c'est la prophylaxie. Donc là, on va essayer de cibler finalement l'inoculum primaire des maladies qui est à l'origine des épidémies. Et donc, nos travaux visent à mieux comprendre la phase sexuée des maladies. Donc, on travaille notamment beaucoup sur le mildiou pour essayer de proposer des méthodes de gestion qui sont basées sur la réduction de cette quantité d'inoculum, avec pour objectif de diminuer l'inoculum primaire pour diminuer finalement l'intensité des épidémies par la suite et pouvoir valoriser des méthodes qui seront à efficacité partielle sur ces épidémies. Quatrième piste, c'est ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation, donc là qui vise à favoriser la maîtrise des bioagresseurs grâce à des courtages d'auxiliaires qui sont naturellement présents dans l'agrosystème. Alors c'est des choses qui sont déjà très bien développées pour les ravageurs et qui sont d'ailleurs beaucoup travaillées également dans notre unité par des chercheurs ici. Mais l'objectif est ici aussi d'étendre finalement cette démarche aux maladies aériennes en travaillant plus sur des communautés microbiennes, donc qui soient soit au niveau foliaire, soit au niveau du sol, pour voir si on peut trouver des communautés microbiennes qui seraient favorables à la régulation des maladies. Et puis dernier point, c'est l'utilisation de la résistance variétale.
Donc, des variétés résistantes au mildiou, à l'oïdium, sont disponibles depuis quelques années maintenant, hein. Mais on a aussi de nombreux programmes qui sont en cours et qui vont augmenter et améliorer la quantité et les variétés qui vont être disponibles dans les années à venir pour les viticulteurs. Et donc, nos travaux nous portent plus sur l'accompagnement du déploiement de ces variétés dans le vignoble afin d'assurer une bonne efficacité, et surtout une bonne durabilité de leur efficacité dans le temps qui est gage de réussite pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Très bien. Et donc, au-delà des mesures prophylactiques connues, y a-t-il des innovations technologiques qui pourraient, dans le futur, modifier la manière de penser la protection du vignoble par les viticulteurs et les conseillers ? Alors, l'agriculture, en général, aujourd'hui, elle doit faire face à de nombreux défis, hein. Donc, évidemment, l'adaptation au changement climatique, qui impacte beaucoup la viticulture, hein. La limitation de la pharmacopée disponible et donc l'indispensable transition agroécologique, mais aussi la raréfaction de la main-d'œuvre, qui est effectivement une main-d'œuvre de plus en plus difficile effectivement à trouver. Et pour la viticulture, on pourrait même ajouter la baisse de la consommation, la modification des attentes des consommateurs qui impacte aussi la filière. Et donc, tous ces défis en fait, doivent être considérés un peu en même temps, et ce qui rend finalement les évolutions très complexes. Mais néanmoins, ces difficultés, on peut penser qu'ils ouvrent aussi la voie à la possibilité d'injecter en fait des innovations qui sont plus transformantes pour les systèmes viticoles. Alors, on peut en citer quelques-unes. Tout ce qui est robotique, viticulture de précision, notamment la capacité qu'on va avoir assez rapidement à acquérir, à traiter des données avec un débit élevé, grâce notamment au progrès de l'intelligence artificielle, ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur les bioagresseurs, les auxiliaires, et de pouvoir envisager des manières de gérer la protection un peu différemment. On peut aussi citer les progrès de la génétique, et donc la possibilité de faire évoluer les variétés et de les injecter dans les systèmes. Et donc, forcément, l'évolution du paysage variétal va amener à repenser la protection telle qu'on la connaît aujourd'hui. On peut citer également la mise en place de systèmes de couverture physique, de bâches, de tunnels, etc., qui n'étaient pas forcément pensables dans les années qui viennent de passer et qu'on commence aujourd'hui à envisager. Et puis des modifications aussi plus drastiques à l'échelle des paysages, l'agroforesterie et plus largement la diversification aussi des cultures. Donc passer d'une monoculture de vigne à des cultures plus diversifiées qui va forcément impacter la protection, la manière de penser la protection, mais aussi la production. Alors évidemment, tout ce que je viens de citer, compte tenu des caractéristiques de la filière viticole, hein, c'est une culture pérenne, donc on plante pour quand même des dizaines d'années. Il y a une importance quand même des cépages, des terroirs, de la notoriété de ces cépages, de ces terroirs. Il y a une forte présence quand même des indications géographiques dans les systèmes de culture viticole. Forcément, le déploiement de toutes ces innovations que je viens de citer, ça s'inscrit dans la durée, hein, et ça ne répond pas aux urgences forcément immédiates. Mais à plus court terme, on peut quand même, compte tenu des outils qui sont disponibles, penser que la protection de vignobles va quand même assez rapidement évoluer. Alors, à titre d'exemple, on peut imaginer dans un avenir assez proche qu'une augmentation du nombre de produits biocontrôle, de solutions de biocontrôle, avec une efficacité partielle, va entraîner une nécessaire évolution des outils de la décision tels qu'on les connaît, des modèles tels qu'on les connaît, va nécessiter la combinaison finalement avec d'autres leviers pour les rendre plus efficaces. Et donc l'approche va devoir être beaucoup plus globale que celle qu'on a aujourd'hui. On va devoir sortir finalement d'un système, un problème, une solution, en essayant de penser finalement à un ensemble de solutions par rapport à une problématique. D'accord, donc la transition elle est toute trouvée. Du coup, on voit que les pratiques doivent évoluer vers des pratiques beaucoup plus intégrées à l'échelle vraiment de la culture dans son ensemble. Et on voit fleurir actuellement, on va dire, beaucoup de pratiques qu'on dit agroécologiques et qui semblent nécessaires aujourd'hui dans les vignobles français. Mais avec ce contexte économique et les difficultés que vous avez soulevées pour trouver de la main-d'œuvre, pour faire face au changement climatique, pour vous, quelles sont les pratiques à privilégier pour aller vers ces pratiques vertueuses tout en réduisant les risques pour le vigneron, à la fois sur le plan financier et financier? Alors, effectivement, si on prend l'exemple du mildiou, un exemple intéressant. Donc le vignoble est confronté depuis une dizaine d'années maintenant à des problématiques importantes. Alors on a des pressions parasitaires élevées dans des régions habituellement qui étaient peu concernées, hein. On peut penser au sud-est de la France,
région PACA, même Pyrénées-Orientales certaines années. On a une récurrence d'épidémies très fortes. Donc, par exemple, à la façade atlantique, on a eu 2021, 23, 24 sur trois grosses années sur 4 années. On a une précocité parfois exceptionnelle des épidémies, comme à Bordeaux en 2024. Et donc, ça bouscule un peu nos certitudes sur la protection contre le mildiou. Donc, ce qui apparaît aujourd'hui, qui est, je pense, assez largement partagé, c'est que en fait, il est nécessaire d'avoir une vision beaucoup plus préventive de la gestion de la maladie et avoir une capacité d'intervention finalement qui est beaucoup plus rapide. Donc, des traitements phytosanitaires, mais pas que les traitements. Donc, à travers gestion préventive, j'entends, l'objectif, c'est d'éviter finalement d'avoir une forte initiation épidémique dans les parcelles. Sinon, après, ça peut être vraiment très difficile à gérer pour le viticulteur. Donc, comment faire pour éviter d'avoir des initiations épidémiques? Donc, c'est déjà rendre le système autant que possible moins sensible au mildiou. Alors, évidemment, pour ça, on manque encore beaucoup de connaissances, hein, c'est sûr. Et donc, c'est pour cela que nous, on travaille beaucoup sur l'inoculum primaire, la phase sexuée, pour essayer de renforcer ces connaissances. Alors, il y a évidemment des mesures prophylactiques qui sont classiques de gestion du sol, gestion de la plante, des pamperages, des bourgeonnages, de rendre le microclimat moins sensible. Donc, ça, c'est fait depuis quand même de très nombreuses années. Et on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur l'interaction avec la gestion du sol, notamment est-ce qu'un couvert végétal peut limiter un effet de splashing sur les maladies. Donc, on a finalement aujourd'hui plus de questions que de réponses, mais on sait que tout ce qui va amener finalement le système quand même à être finalement moins humide, moins impacté par l'humidité est quand même favorable. Et puis l'autre point pour finalement une gestion préventive, c'est d'appliquer des produits de protection plutôt assez tôt, voilà, dans la saison. Alors évidemment en fonction du risque, hein, il ne s'agit pas de traiter dans le vide complètement, mais donc c'est vrai que la lutte raisonnée qui était mise en place à partir des années 90 cherchait plutôt à retarder les premières applications, hein, pour limiter les intrants. Mais aujourd'hui, même en cherchant à réduire cette pression fongicide, il est important de ne pas protéger trop tard et de limiter vraiment les épidémies, quitte ensuite à lever le pied si les épidémies rendent cela envisageable. Donc vraiment, essayer d'avoir une gestion le plus possible préventive de la maladie. Et puis le deuxième point, c'est vraiment d'intégrer dans la gestion de la maladie l'aspect organisationnel de l'ensemble du système. Donc aller au-delà des traitements, mais tout ce qui est gestion du sol, épampérage, relevage, est vraiment important de le prendre en compte dans la réflexion du système de protection. L'objectif étant de pouvoir intervenir vraiment dans les meilleures conditions quand c'est nécessaire, parce qu'on sait qu'on va devoir intervenir forcément rapidement quand il y a des besoins et dans des conditions qui sont favorables pour l'application des produits. Donc ça, c'est vraiment réfléchir ensemble à l'aspect organisationnel. Et puis, bon, évidemment, si on utilise des produits de protection, la pulvérisation doit être parfaite. C'est vraiment important. Quand on a des produits qui sont un peu moins efficaces, et bien forcément, la pulvérisation doit être parfaite. Donc ça nécessite un équipement adéquat et une utilisation adéquate de cet équipement. Très bien. Et donc, du coup, des vignobles peut-être à taille un peu plus réduite ou avec un personnel un peu plus important est nécessaire dans ce type de pratique et on va dire... Alors, effectivement, tout ce qui fera qu'on peut intervenir rapidement et finalement pouvoir traiter son domaine le plus rapidement possible sera favorable à la mise en place à la gestion de la maladie. Donc, ça peut être un vignoble plus réduit ou effectivement plus de personnel. Enfin, ça dépend en fait des exploitations, mais tout ce qui permet la rapidité d'intervention et l'efficacité va forcément être privilégié, quoi. On a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'on pouvait l'avoir auparavant. Ok, très bien. Aujourd'hui, avec la suppression de certains produits phytopharmaceutiques et la création de nombreuses démarches interdisant certains produits dits CMR, certains vignerons témoignent que le métier se complexifie. Que pensez-vous de cette affirmation ? Alors oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus de complexité qu'auparavant. En fait, je pense qu'il est communément admis aujourd'hui qu'on ne pourra pas substituer les pesticides par une solution aussi simple que les pesticides. Alors, avec tous ses défauts, bien sûr, mais les produits phytosanitaires, c'est une solution qui marche finalement quand même relativement bien, malgré les problématiques de résistance, etc. C'est quand même très efficace. C'est efficace un peu partout de la même manière. C'est aussi relativement facile d'utilisation. Et donc, on sait qu'on n'aura pas de solution aussi simple que celle-ci. Et donc, c'est finalement un ensemble de solutions qu'il faudra mettre en œuvre au niveau des parcelles, mais aussi entre des solutions qui peuvent être différentes entre les parcelles, entre les exploitations. Et donc, ça complexifie effectivement beaucoup
la protection. Donc il faudra effectivement tenir compte des spécificités de chaque cépage, de chaque parcelle. Alors ce que les viticulteurs finalement connaissent bien, hein, mais qui parfois étaient masqués par une protection phyto qui était très efficace et qui masquait finalement un petit peu les différences. Donc bien connaître son parcellaire, bien réfléchir, j'en ai déjà parlé, aux interactions entre les pratiques de gestion du sol, de la vigne, des traitements, donc voilà, c'est une réflexion globale sur le système. Bien sûr, bien connaître les produits de protection, leurs conditions d'usage, leur efficacité, qui peut être pour certains produits, par exemple de biocontrôle, beaucoup plus délicate, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que pour des produits phytosanitaires classiques. Bien sûr, prendre en compte des aspects réglementaires, ce qui complexifie aussi parfois la protection, hein, les conditions de traitement, les délais de rentrée dans les parcelles, etc. Donc, et puis ce qui évolue aussi dans le temps. Donc, voilà. Et puis si on étend un petit peu la problématique, si on met en place des infrastructures agroécologiques, par exemple, il faut aussi les gérer, comme en dehors de la vigne. Donc effectivement, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de choses à prendre en compte pour gérer sa protection. Donc effectivement, c'est beaucoup plus de complexité dans la conduite du vignoble et de la protection contre les maladies notamment. Il faut être un peu plus technique et essayer de se renseigner, se rapprocher de réseaux, communiquer, etc. Effectivement, voilà, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de veille sur l'évolution aussi des techniques. Donc effectivement, c'est plus de difficultés, plus de complexité. Ça peut être plus intéressant aussi, mais globalement, c'est plus difficile. Et avec la suppression de tous ces produits au fur et à mesure, des produits considérés comme nocifs et dangereux, on a de moins en moins de molécules de matières actives sur le vignoble. Est-ce que vous voyez, vous, depuis quelques années, de plus en plus de résistance aux produits restants Alors moi, je suis pas directement ce sujet, mais effectivement, on peut le voir quand on regarde la note qui sort tous les ans sur la résistance, qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité des produits fongicides unicides sont concernés par des résistances. Alors, il y en a qui sont installés depuis longtemps, d'autres qui sont en progression, y compris pour des produits relativement récents, donc c'est effectivement une problématique. Et comme on observe en même temps la disparition de plusieurs produits multisites, ça pose des problèmes, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est monter l'utilisation du cuivre, par exemple. Y compris chez les conventionnels, du cuivre, finalement, pour assurer une protection aussi de ces résistances des fongicides unicides, quoi. Donc moins de produits, donc effectivement aussi plus de difficultés. Il ne faut pas utiliser les produits trop souvent, il faut alterner. Donc ça fait partie aussi des difficultés qui sont en place. Très bien. Et donc, selon vous, comment accompagner les viticulteurs dans l'adoption et la mise en place de toutes ces pratiques ? Alors, un point important, je pense qu'il faut bien être conscient qu'il y a d'abord énormément de connaissances déjà chez les viticulteurs, qui eux, finalement, innovent constamment, expérimentent, trouvent des solutions à leurs problèmes. Donc c'est effectivement en première ligne, hein. Et donc, moi, je pense que tout l'accompagnement doit fortement impliquer directement les viticulteurs. Donc ça, c'est un peu le point de base. Et par la suite, moi, je verrai 3 points qui sont importants pour cet accompagnement. Le premier, c'est d'avoir un accompagnement qui est finalement beaucoup plus personnalisé que ce que peut-être ça pouvait l'être auparavant. L'utilisation de produits phytosanitaires un peu largement permettait quand même des prescriptions assez générales, techniques. Et aujourd'hui, moi, il me semble que l'accompagnement doit être basé plus sur des diagnostics assez précis, assez complets. Alors évidemment agronomique, mais aussi humain, organisationnel, parce que il faut être en capacité de prendre en compte les objectifs de chacun, les contraintes, les trajectoires envisageables qui sont vraiment différentes entre les exploitations. Et donc ces trajectoires de mise en place de nouvelles pratiques vont être différentes et vont nécessiter finalement une vraie co-construction entre le conseiller ou la personne qui accompagne et le viticulteur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc au-delà de cet accompagnement personnalisé, c'est de mettre aussi au centre de l'accompagnement le collectif et l'échange entre pairs. Donc c'est important d'organiser un accompagnement qui permet finalement aux viticulteurs de voir ce que mettent en place les autres, d'échanger sur les réussites, mais aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, sur les échecs, pour ne pas refaire les mêmes échecs. Alors il existe depuis très longtemps des collectifs, et à mon sens, ça doit se développer au maximum, même si évidemment cela a un coût pour les viticulteurs. Alors je ne parle pas qu'un coût forcément en euros, mais aussi un coût en temps, en énergie, parce qu'effectivement c'est difficile, et ce coût, il ne faut pas le sous-estimer dans l'accompagnement, mais
c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important. Et donc, les deux points que je viens de citer sont un peu d'ailleurs à la base de ce qui est réalisé dans le cadre du réseau Défi, un des groupes Défi, où on a un accompagnement en même temps individuel, mais aussi surtout collectif. Et quand on interroge les agriculteurs Défi, dans leur grande majorité, ils plébiscitent ces échanges entre pairs qui leur permettent de se rassurer et surtout de gagner beaucoup de temps en fait, dans la mise en place de nouvelles pratiques en regardant ce qui a été fait par les autres ou en échangeant sur leurs pratiques. Donc ces deux points sont très importants. Et le troisième point, il me semble, c'est que pour le déploiement d'innovations, on va dire un peu plus en rupture, un peu plus radicales, qui sont parfois portées par la recherche ou par, on va dire, les structures techniques, il me semble nécessaire d'impliquer le plus tôt possible les viticulteurs dans l'expérimentation. Mais de l'impliquer vraiment. Donc, alors, cela entraîne effectivement des aspects réglementaires. Alors, on peut prendre l'exemple des variétés. On voit que, notamment pour l'implantation de nouvelles variétés résistantes ou, on va dire, à visée d'adaptation, il est important que les viticulteurs puissent planter ces variétés pour les tester, mais aussi puissent valoriser le vin issu de ces variétés, parce que sinon, effectivement, ça a des coûts pas possibles. Donc, ça nécessite peut-être des innovations réglementaires. Ça peut être le cas aussi pour des couvertures physiques. Mais ça nécessite aussi un accompagnement technique et scientifique en fait, de structures qui permettent de valoriser finalement l'expérimentation des viticulteurs pour aller au-delà de l'expérimentation individuelle et en tirer des choses plus génériques qui peuvent être ensuite transmises à l'ensemble du vignoble. Donc, impliquer vraiment les viticulteurs dans le déploiement, dans le test de ces innovations. Donc voilà les 3 points qui me semblent importants, qui sont déjà en cours aujourd'hui par les structures qui accompagnent les viticulteurs, mais qui sont importantes de renforcer pour essayer d'accompagner au mieux les viticulteurs dans ces transitions qui sont importantes et qui engagent beaucoup de moyens. D'accord. Et vous trouvez que là, actuellement, notamment sur la question des variétés résistantes, la mise en place des VIFA par l'INAO, les viticulteurs sont moteurs sur ces Alors, choses-là? je pense que la profession viticole a été quand même, depuis une dizaine d'années, a été assez moteur en fait de ce sujet, donc en demandant l'inscription déjà de variétés, en faisant évoluer également la réglementation européenne, c'est-à-dire la possibilité d'inscrire des variétés résistantes dans les cahiers des charges des AOC, et même en faisant évoluer la potentialité de cahiers des charges des AOC, de pouvoir expérimenter de nouvelles variétés en valorisant, alors évidemment avec des contraintes expérimentales assez importantes en termes de surface, de quantité, etc. Mais on a senti quand même des dernières années une direction que ça a beaucoup changé, quoi. Voilà, alors c'est peut-être pas suffisant, on peut en discuter, mais globalement, ça va vraiment dans dans le bon sens pour que les gens puissent expérimenter eux-mêmes et mettre en commun leur expérimentation pour valoriser. Alors après, on peut toujours espérer que ça se développe encore plus, normalement, mais l'exemple des variétés montre qu'on peut finalement facilement évoluer un cadre qui semblait assez rigide et le faire évoluer au bénéfice de tous, quoi. Très bien, on va finir sur cette vision assez positive du coup, de l'adaptation et du changement des vignobles français. J'ai une petite dernière question, une question signature pour le podcast. Donc, ce serait de me donner un mot qui pour vous reflète l'agroécologie. Alors là, il faut que je réfléchisse. Oui, vous pouvez. C'est effectivement essayer de mettre en place des solutions un peu fondées sur la nature pour gérer l'agrosystème. Bon, moi, à titre personnel, je trouve que c'est un peu... Parce que la vigne, c'est tout sauf naturel quand même. C'est-à-dire que mettre 10 000 pieds de vigne taillés, etc., c'est pas du tout la nature. Donc c'est finalement c'est un système qui est pas du tout naturel. Voilà. Alors après, effectivement, essayer d'avoir de renforcer finalement, de mieux comprendre l'agrosystème, de moins le perturber le moins possible pour favoriser le plus de la régulation. Voilà. Donc, je pourrais dire effectivement régulation naturelle. Voilà. Mais c'est pas forcément ça qui réglera aujourd'hui tous les problèmes de la viticulture et des maladies. Bien sûr. Voilà. Très bien. Et si vous deviez me donner une personne ou un lieu qui vous a inspiré dans votre travail? Un lieu en particulier, mais donc moi j'ai toujours été passionné en fait de vin et de viticulture, et donc le paysage viticole est quelque chose qui forcément est une source d'inspiration importante. D'accord. Et d'ailleurs, quel que soit le paysage viticole, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs vignobles, mais c'est toujours effectivement une source d'inspiration. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.